Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il faudra encore attendre pour savoir quel sort la justice ivoirienne réserve à Charles Blé Goudé. Le procès de l'ancien ministre de la Jeunesse a été à nouveau reporté au 6 novembre 2019. Le Soudan du Sud mise sur son pétrole pour raviver son économie. 14 blocs d'exploration pétrolière seront prochainement mis aux enchères. Un cycle de licence est d'ores et déjà en cours de préparation. Et puis vers une harmonisation des textes entre les pays membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Objectif affiché, produire un cadre de compréhension et de lisibilité commun en matière de sécurité sociale. Mais avant de développer ces titres au Botswana, l'opposition n'a pas dit son dernier mot. Ses représentants ont annoncé ce mercredi 30 octobre l'introduction d'un recours pour contester devant la Cour suprême les résultats des élections générales du 23 octobre 2019. Ils dénoncent des fraudes et irrégularités, notamment dans la région de Gaborone. Notons que le Parti démocratique du Botswana a été déclaré vainqueur des élections avec 38 des 57 sièges que compte le Parlement. Et l'UDC, le principal parti d'opposition, a terminé deuxième avec 25 sièges. Au Bénin, la justice a tranché et a déclaré un non-lieu dans la procédure relative au décès survenu dans le cadre des violences post-électorales d'avril 2018. Les rapports d'expertise n'auraient pas permis au juge d'instruction de déterminer les responsabilités, alors que l'opposition a toujours affirmé que les victimes ont été fauchées par des tirs à balles réelles. Un médecin légiste commis pour autopsier les dépouilles n'aurait trouvé aucun projectile. Rappelons que les violences post-électorales sont survenues dans plusieurs localités du Bénin et avaient coûté la vie à plusieurs personnes, dont la seule ville de Cotonou. Le procès de Charles Blé Goudé, une nouvelle fois reporté en Côte d'Ivoire, un report à la demande des avocats de la défense qui souhaitent produire une pièce jugée essentielle au dossier. L'ancien ministre de la Jeunesse, acquitté en première instance de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, sera jugé pour crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Il faudra attendre encore le 6 novembre 2019 pour connaître la date du procès de Charles Blé Goudé devant les assises en Côte d'Ivoire. L'ancien leader des Jeunes Patriotes, fidèle de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont il a été ministre de la Jeunesse, est accusé de crimes de guerre contre les populations civiles et les prisonniers militaires. Ses avocats ont demandé le renvoi afin d'obtenir la production d'une pièce au dossier. C'est un dossier qui pour nous avait été abandonné en guillemets, puisqu'on n'a plus reçu de notification depuis 2013 et puis subitement on a été convoqué la semaine passée à une audience. Les juges avaient même remarqué l'anomalie et on s'est rendu compte en compulsant le dossier qu'il y avait une pièce essentielle qui manquait au dossier. Pour les partisans de Charles Blé Goudé, le pouvoir ivoirien instrumentalise la justice pour écarter un adversaire de la scène politique après son acquittement par la Cour pénale internationale. Ils ont tenté de les éloigner en les déportant à la CPI. Mais là-bas, ils ont triomphé. À la CPI, ils ont été acquittés. Donc leur retour n'est pas loin. En rappel, la justice ivoirienne a confirmé en appel le 29 octobre 2019 la condamnation en 2018 de l'ex-président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison et 329 milliards de francs CFA d'amende pour braquage de l'Agence nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011. M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier 2019 par la Cour pénale internationale de l'accusation de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Actualité très riche donc en Côte d'Ivoire que nous allons pouvoir décrypter avec notre invité Pascal Affinguesson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Front populaire ivoirien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Monsieur Affinguesson, si Charles Blé Goudé est en attente de son procès, l'ancien président Laurent Gbagbo, lui, a déjà été fixé sur son sort. Il a été condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire du braquage de la BCEAO. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Avec beaucoup de désolation et d'amertume.
dans la mesure où l'acquittement du président Laurent Gbagbo par la CPI offrait aux Ivoiriens une opportunité de relancer le processus de réconciliation nationale en panne depuis plusieurs années. Malheureusement, nous notons que les personnalités au pouvoir en Côte d'Ivoire n'entendent pas contribuer à la paix, à la stabilité dans le pays et veulent mettre de l'huile sur le feu. C'est dommage, mais il nous appartient de nous rassembler, de nous mobiliser, surtout que nous sommes à 1 an des élections, de manière à mettre fin à ce mélodrame-là dans les 12 mois à venir. Comment interprétez-vous justement le fait que les autorités ivoiriennes aient déposé une demande auprès de la CPI pour s'opposer à la libération sous condition de l'ancien président ivoirien? Mais la signification est claire. Ce pouvoir a peur du président Laurent Gbagbo, a peur de ce qu'il pourrait apporter à la Côte d'Ivoire en termes de changement politique. Mais elle devrait comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas un artisan de paix aussi important que le président Laurent Gbagbo. C'est avec lui que la réconciliation nationale peut être une réalité concrète et je crois qu'on aurait on aurait tort de vouloir l'écarter arbitrairement de la scène politique. On devrait au contraire favoriser son retour pour que ensemble, avec tous les Ivoiriens, nous construisions la paix et la stabilité de ce pays. Alors, vous dites que les autorités ivoiriennes ont peur du retour de Laurent Gbagbo. Et vous donc, n'avez-vous pas peur qu'il revienne en Côte d'Ivoire, sachant qu'aujourd'hui, une frange du parti du Front populaire ivoirien lui est encore fidèle? Est-ce que finalement ce dénouement ne fait pas un petit peu vos affaires? Non, au contraire. Si le président Gbagbo retrouve le pays, la crise prend fin automatiquement. Aujourd'hui, c'est le fait que le président Gbagbo soit hors du Côte d'Ivoire, dans les liens de la détention, qu'on le veuille ou pas, que le parti est divisé. Mais s'il revient et qu'ensemble nous devons nous réengager dans la vie politique, nous sommes condamnés à nous rassembler. Si c'est le président Gbagbo qui doit être notre candidat, forcément nous nous rassemblerons autour de lui. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, forcément nous allons. Donc le retour du président, c'est la solution pour mettre fin à la crise. C'est-à-dire que vous êtes prêt aujourd'hui à vous écarter pour laisser la place au président Gbagbo s'il revient en Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, et s'il est candidat, et s'il jouit donc de tous ses droits pour être candidat, mais aujourd'hui, au sein de sa famille politique, il est le plus en avance. Il a gouverné ce pays, il est fondateur du parti, il a davantage d'atouts, il a certainement une volonté de contribuer à la réconciliation. Si ce sont ces éléments-là qui sont avancés, il n'y a pas de raison que nous nous rassemblions autour de lui. Justement, des rumeurs courent sur des tentatives de rencontre entre vous et l'ancien président Laurent Gbagbo et aussi avec Charles Blé Goudé. Quelle est à ce jour la nature de vos relations avec les deux hommes? Mais bon, les rapports avec M. Charles Blé Goudé ne sont pas de même nature que les rapports avec le président Gbagbo. Dans la mesure où, autour du président Laurent Gbagbo, il y a un certain nombre de personnalités qui n'ont pas forcément intérêt à ce que nous nous rencontrions. Parce que ces personnalités n'appartiennent pas au Front populaire ivoirien, parce que ces personnalités ne travaillent pas dans l'intérêt du Front populaire ivoirien et veulent véritablement utiliser le président Gbagbo pour décapiter le FPI, de manière à ce que les militants du FPI servent une autre cause. C'est-à-dire qu'il y a une main invisible qui empêche toute rencontre entre oui, vous deux? Il y a, disons, ça c'est connu en Côte d'Ivoire, qu'il y a des gens qui travaillent quotidiennement d'arrache-pied pour empêcher que le président Gbagbo et moi, nous nous rencontrions pour mettre fin. Je voudrais ne pas donner des noms, mais je suis persuadé que les Ivoiriens savent de qui il s'agit. Alors, à 1 an de la présidentielle ivoirienne, l'heure est aux tractations dans le pays. Envisagez-vous de vous porter candidat à ce scrutin? Je l'ai déjà dit que je serai candidat à la candidature. Je voudrais respecter le droit des militants de choisir le candidat à travers un congrès, mais je serai candidat à ce congrès. Vous avez eu une tentative de rapprochement avec Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui semble vous avoir tourné le dos au profit de Charles Blé Goudé. Non, et alors au profit des dissidents du FPI. Et alors que l'opposition conteste en ce moment la CEI, la commission électorale, vous avez fait le choix de la reconnaître. Vous semblez aujourd'hui totalement isolé sur la scène politique ivoirienne. Oh, ça dépend isolé par rapport à qui. Si c'est par rapport à une élite politique qui a un jeu qui n'est pas forcément lisible, oui. Mais si c'est par rapport aux Ivoiriens qui veulent la paix, la stabilité et qui veulent avancer, non, ils ne sont pas isolés. Parce que je suis persuadé que la posture que j'ai à l'heure actuelle, c'est celle qui est partagée par la grande majorité des Ivoiriens. Alors, certains vous accusent au sein de l'opposition de faire le jeu du pouvoir. D'autres parlent même d'une prochaine adhésion
au RHDP unifié. Qu'en est-il? Oui, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays, certains opposants croient que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous êtes avec le pouvoir. Mais nous sommes une opposition diversifiée, avec des visions idéologiques différentes, avec des styles d'action différents. Nous avons nos styles, nous avons notre posture. Nous sommes pour la stabilisation du pays, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la réconciliation nationale. Nous savons que les avancées dans un pays, c'est de façon graduelle, de façon progressive, c'est pas à travers des bouleversements. Et donc, cette posture-là ne plaît pas à certains responsables politiques qui sont dans des logiques de, je dirais, de chamboulement, peut-être même dans des logiques insurrectionnelles. Mais ça, ce n'est pas notre choix. Et donc, nous assumons notre choix avec responsabilité et nous savons que les Ivoiriens partagent cette posture et c'est avec eux que nous allons transformer le pays. Merci infiniment, Monsieur Pascal Afin-Guessant, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du FPI, le Front Populaire Ivoirien. Merci infiniment. Merci. Dans le reste de l'actualité, vers un dialogue politique inclusif au Niger, l'annonce a été faite ce mercredi par le Premier ministre Brigui Rafini. Objectif affiché, apaiser le climat politique à 1 an de l'élection présidentielle de décembre 2020. Une assemblée de 38 membres, dont 30 issus de partis politiques, 5 des syndicats et 3 de la société civile sera prochainement installée pour conduire les discussions qui devraient durer 1 mois. Les prochaines échéances électorales, la composition de la commission électorale ou encore l'accès équitable aux médias d'État seront à l'ordre du jour. Le Soudan du Sud mise gros sur son pétrole. Les autorités envisagent d'ouvrir au marché 14 blocs d'exploration pétrolière, une ouverture qui devrait permettre la reprise des travaux d'exploration qui ont quasiment été mis au point mort depuis le début de la guerre civile en 2013. Les détails avec Ange Bijounomagno. Le Soudan du Sud veut valoriser ses réserves pétrolières. Dans un communiqué rendu public, le pays a révélé qu'il compte mettre aux enchères 14 blocs d'exploration de son pétrole pour pouvoir relancer le secteur. Un cycle de licence est d'ores et déjà en cours de préparation pour mettre en œuvre ce projet. Ça apportera forcément un bonus en termes de revenus, mais la question est celle de savoir si finalement ces revenus-là, utilisés même pour les projets de développement, ont la légitimité dans le cadre d'un contexte politique illégitime. On ne peut pas espérer que le pétrole à lui seul apporte de la richesse au Soudan du Sud. Il faudrait qu'on pousse le processus de démocratisation, le processus de développement social. Les travaux d'exploration sont quasiment au point mort depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud. Les réserves qui seront découvertes devraient permettre au gouvernement de planifier un boom pétrolier dont les retombées seront positives pour l'économie. Je pense qu'en même temps qu'on doit pousser pour parvenir à des accords de paix, en même temps on doit pousser pour arriver à un stade où le pays a très peu besoin de ressources extérieures et peut se prendre en charge lui-même, tout en espérant que les deux ambitions vont se croiser à un moment et permettre un développement harmonieux pour les populations du Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais a besoin de 3 milliards de dollars d'investissement dans le secteur pour relancer l'économie nationale. D'ici la fin de l'année 2019, le Soudan du Sud compte multiplier par 3 sa production de pétrole qui est actuellement de 350 000 barils par jour pour la faire passer à 1 million de barils par jour. Comment améliorer la prévoyance sociale sur le continent? Eh bien, la question est au cœur de la réunion extraordinaire du comité d'experts sur le socle juridique des États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale qui se tient à Lomé. Une législation commune est annoncée. Plus de précisions avec Aïssatou Bari. 82% de la population en Afrique n'a pas de protection sociale, selon un rapport de l'Organisation nationale du travail. La question de la prévoyance sociale est en effet débattue par le comité d'experts sur le socle juridique des États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale au Togo.
Objectif, harmoniser les textes de chaque pays avec l'évolution des systèmes de sécurité sociale. En matière de protection sociale, il y aura un code unique qui va apporter de la lisibilité, une commune compréhension des principes, des procédures ainsi que des obligations des parties prenantes, à savoir les caisses de sécurité sociale, les assureurs sociaux et les employeurs. Pour l'ensemble du continent, le taux de couverture moyen est de 6% alors que la moyenne mondiale est de 25%. Moins de 20% des personnes âgées ont accès à une pension de retraite. Dans la plupart des pays, ce taux tombe à moins de 10% selon l'Organisation internationale du travail. Je dirais que n'eût été le fait que la couverture sociale est un droit fondamental humain, elle doit devenir absolument un vecteur de croissance inclusive dans ces pays-là. Et vraiment l'absence de stratégie commune des administrateurs et des décideurs, au long terme en tout cas, peuvent paraître les obstacles à la mise en place de la couverture sociale dans les pays africains. La couverture de risque maladie connaît un développement important. La plupart des pays africains ont intégré la couverture sanitaire universelle parmi les objectifs de leur stratégie nationale de santé. Le Rwanda a instauré depuis 2014 une assurance maladie qui couvre désormais plus de 80% de sa population. Et sachez qu'au Cameroun, les fouilles sont définitivement arrêtées sur le lieu de la tragédie de ce lundi à Bafoussam. Une décision que regrettent les populations riveraines. Le dernier bilan du glissement de terrain est de 43 morts et de 7 blessés. Un bilan qui pourrait être alourdi en raison du nombre de personnes encore disparues. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.